Et j'ai eu la mononucléose pendant cet été-là, donc j'étais cloué au lit. Moi, j'ai ma confiance de je vais tout défoncer. Ah, c'est ça le foot en fait. Moi, j'étais bien, moi. Et je suis entouré que de youtubeurs. Du jour au lendemain, c'était terminé. Ah, j'ai tellement honte quand je dis ça, putain. Et c'est d'aller parler à quelqu'un, d'aller consulter, d'avoir une site. Quand je vais te dire les noms, c'est une dinguerie. J'ai détesté ce moment. Le bourreau, il s'est fait avoir. Tu es né là où l'on apprend à bien se tenir, entre politesse, silence et beaux souvenirs. À Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, tu grandis droit. Mais derrière le sourire, déjà, l'envie de voix. L'humour t'a sauvé, comme un cri déguisé, entre les silences du père et les mots refusés. À table, parfois, la poivrière chantait, pour couvrir ce qu'on ne voulait jamais évoquer. Puis un jour, tu montes sur scène, seul, entier. Tes blessures deviennent des rires partagés. Les doutes, la psy, les amours, la chute, tout ce que tu caches, tu le transformes en lutte. Et aujourd'hui, dans The Brain, tu viens déposer les nuances d'un homme, d'un fils, d'un père apaisé. Bienvenue Jérémy, ici pas de bruit, pas de diversion, juste toi, ta vérité, ton émotion. Bravo Fabio, merci. On peut s'arrêter là, hein, c'était super. Ah, hein. Ouais, le poème on l'a refait 2 fois, on va être honnête, j'ai eu un peu de mal à démarrer. Jérémy, on est très très content de te recevoir. Bah déjà, bravo, merci d'avoir écrit ce poème. Franchement, c'est un vrai plaisir de t'avoir et c'est pour ça que je me permets d'écrire des poèmes sur les invités qu'on a parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir de recevoir tous ceux qu'on a et encore plus. J'ai vu ton spectacle il y a une petite dizaine de jours. Toi, tu te produis donc sur le spectacle Seul Tout au point virgule du 9 septembre au 31 décembre. Ouais, c'est ça. Mardi et mercredi à 20h. Exact. Tous les mardis et mercredis à 20h. Ouais. J'ai vu ton spectacle au point virgule, petite salle où tu es très proche de ton public. Moi, très franchement, intimiste, ouais, j'ai bien comme kiffé comme dans le studio. Ouais, on est très proche. J'ai bien kiffé le petit moment. Tu prends 10-15 minutes au début du spectacle un petit peu pour parler au public, chauffer un petit peu la salle, etc. Moi, j'ai kiffé ce moment-là aussi où tu improvises, somme toute. Et puis, tu parles un petit peu du côté éducation de ton fils, séparation avec ta femme, l'éducation de tes parents, ton rapport avec tes parents. Ouais. Tu racontes plein de choses dans ce spectacle, on va y revenir, bien évidemment. Avant toute chose, j'aimerais dire quelque chose qu'on dit à chaque fois sur The Brain, mais aujourd'hui, on défend une association, on soutient une association dont tu es le parrain. Exactement. Qui s'appelle un des parrains. Un des parrains, ouais, pour qu'on soit précis. Ouais. Une asso qui s'appelle Dr Clown et qui envoie donc des clowns en milieu hospitalier, en région Rhône-Alpes. C'est ça. Pour aider les enfants hospitalisés qui sont voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans l'interview tout à l'heure, tout au long de l'interview. J'aimerais qu'on commence avec ton enfance, que tu nous parles un petit peu de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, t'en parles dans le spectacle justement. J'ai grandi moi pas à Lyon même, dans une petite ville à l'ouest de Lyon qui s'appelle Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Et c'est une ville de vieux riches, mais ce soir, messieurs dames, j'ai envie de défendre ma ville parce que j'ai grandi pendant 20 ans et souvent les gens ont cette image de Bourges. Peut-être, mais il y a surtout une très belle mixité sociale à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Ouais, il va rigoler. Je sais pas si les gens vont savoir où est Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Ouais, tu vas pouvoir situer. Ça va être the place to be, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Un lieu touristique incroyable. Tu vas pouvoir situer. Et puis tu vas nous expliquer un petit peu comment c'était avec tes parents et puis justement la spécificité un petit peu de cette ville-là. Eh ben, moi j'étais dans l'école du village, dans l'école du bourg à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Il y avait 2 écoles, l'école publique et une école privée. Et là j'étais dans l'école publique pour le coup, qui est une toute petite école de village. Peut-être mes premiers, je sais pas si après c'est très difficile parce que j'ai des souvenirs. C'est marrant, la séparation était compliquée parfois avec ma mère pour aller c'était la petite section, moyenne section. Je me rappelle un peu de peinture, des choses, des bribes. Et puis, je m'entends très bien avec ma maîtresse de grande section de maternelle. Et j'aurais dû sauter la grande section. Tu racontes dans le spectacle, ça. Ouais. En fait, j'aurais dû, en moyenne section, je m'entends très bien avec ma maîtresse et j'aurais dû sauter la grande section de maternelle. Et puis, j'aimais tellement ma maîtresse qui continuait elle aussi l'année prochaine en grande section. Ouais. Ma mère m'a dit, bah non, t'as pas fait sauter la grande section de maternelle. Mais en grande section de maternelle, cette même maîtresse aurait dit à mes parents que j'allais m'ennuyer en CP et qu'il fallait absolument que je saute une classe. Et je me rappelle très bien, en grande section maternelle, il y avait des rituels le matin. On faisait l'appel sur un cahier, on notait les gens qui venaient à la cantine. J'adorais ce moment et il était partagé par tout le monde, mais j'adorais, faire ça. Et je ne sais pas pourquoi ma mère a écouté mon ressenti, comme quoi j'aimais bien ma maîtresse et du coup, je reste en grande section. Et après, en CP,
pas m'écouter moi, enfin, j'avais pas d'avis, vraiment d'avis, ouais. mais d'écouter ma maîtresse qui disait, bah non, il va s'ennuyer. Du coup, j'ai sauté le CP. Sans savoir lire, tu le dis dans le spectacle. Ouais, je pense que... En fait, petit, je pense que j'avais des facilités, tu vois, mais de là à vraiment apprendre la lecture, connaître tous les sons, déchiffrer et surtout prendre du plaisir à ça. Ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, mon fils est rentré en CP et du coup, je prends énormément de plaisir à comprendre comment ils apprennent à lire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une folie parce que moi, je ne sais pas comment j'ai appris à lire au final. Ouais, le mécanisme, il s'est fait un peu automatiquement. Ah ouais. Mais je pense que c'est pas des questions qu'on se posait non, à l'époque. En réalité, c'est pas des questions que nos parents se posaient. On apprenait, c'était logique, on allait à l'école, etc. Maintenant, on est plus dans une génération où on s'intéresse un petit peu à tout ça, justement, sur ces questionnements-là. Et toi, tu le dis dans le spectacle, tu dis en fait, ils me font sauter une classe et en fait, je sais même pas lire, donc je suis un peu. Mais je me rappelle, en CE1, c'était ça le plus dur pour moi. On devait faire des fiches de lecture, mais c'est trop mal les fiches de lecture. C'est-à-dire qu'on devait lire un texte et faire une fiche de lecture, un résumé. Ouais. Mais moi, je ne pouvais pas faire de résumé. Je faisais le même livre en fait. Je recopiais tout. Je ne savais. Tu vois, il y avait pas un truc de logique dans ma tête, d'analyse, parce que tout ça, c'est ce que je pense que tu apprends petit à petit en CP. Tu vois, de comprendre ce que c'est qu'une phrase d'abord, après une histoire, une petite histoire. Là, on arrivait, les histoires, elles faisaient déjà 20 lignes. J'étais perdu. Et t'abordes un petit peu justement dans le spectacle aussi tes parents. Tu décris, alors ils prennent cher quand même dans le spectacle. Alors j'espère qu'ils t'en veulent pas. Je le dis à chaque fois, je vous aime très fort, mais voilà, c'est la caricature. Tu décris un peu ta mère comme névrosée un petit peu, et puis ton papa qui est taiseux comme toi, tu te décris aussi. On pourra y revenir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, toi, quand tu leur as dit que... Alors, on saute des années, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as dit que tu voulais faire des métiers artistiques, de la scène, etc. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait, je sais pas, je devais avoir 17-18 ans, et puis j'ai eu cette envie, à un moment donné, de jouer, je sais pas, de partir vers quelque chose qui est un peu d'excitant, même de totalement insouciant, tu vois. Et j'avais commencé dans une troupe amateur de théâtre à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. Ouais. Et c'était la première fois que je montais sur scène. Et en cours d'année, vraiment, alors là, peut-être mes parents pourront mieux t'expliquer pourquoi à ce moment-là, je sais pas, voilà. Et du coup, j'ai commencé le théâtre là. J'ai fait 6 mois avec eux. Ils ont été adorables parce que quand ils m'ont accueilli, ils étaient en train de préparer leur spectacle de fin d'année. Et ils m'ont créé un rôle un peu sur mesure. Okay. Et ça a été une année incroyable. Et puis après, j'ai voulu aller à Paris faire des stages dans des formations de comédiens. J'ai commencé au cours Florent, où j'ai fait un stage un été qui était plutôt relativement cool. Et j'avais dit à mes parents, je crois que vraiment j'ai envie de faire ça. J'ai trouvé ma voie, quoi. Et ils m'ont dit, écoute, fais des études et puis on voit après. Tu vois. On continue à... Et puis, une petite anecdote, c'est que donc, j'ai fait une école de commerce, bien évidemment. Et je me suis fait virer au bout de la 2e année parce qu'en gros, entre la première et la 2e année, je devais faire un stage à l'étranger. Ouais. Et j'ai eu la mononucléose pendant cet été-là, donc j'étais cloué au lit. Et mes parents n'ont pas spécialement, là, tu vois, pour le coup, suivi ma scolarité. Bon, ils se sont dit, c'est pas grave, il fait pas son voyage à l'étranger, ça va pas changer la donne. Sauf qu'en octobre, mes parents sont convoqués par le directeur de l'école et ils disent, mais Jérémy, il a pas fait son voyage à l'étranger, on ne peut pas le garder. Donc du jour au lendemain, c'était terminé. Ouais, fini. Sauf que j'étais bien évidemment, tu te doutes bien, président du BDE. De l'école je me doutais pas du tout. Et je finis mon mandat, je fais que des soirées, je suis avec mes potes. Moi, je vais à l'école pour gérer mon BDE. Non, pour gérer mon BDE. Je suis ma petite entreprise, c'est mon bureau des étudiants. Je fais les soirées, les week-ends d'un thé, tout ça. Et l'année suivante, je finis en mars et en septembre, je savais que j'allais aller à Paris. Et j'allais possiblement rentrer au cours Florent. Et puis j'ai un pote de mon oncle qui me dit, qui a un de ses amis qui est agent, et je lui parle de ça. Il me dit, écoute, essaye, va au studio Pygmalion, essaye, fais un stage là-bas. Et je vais faire un stage au mois de mai au studio Pygmalion. Et là vraiment, on a mis le doigt sur exactement ce que je voulais faire de ma vie, transmettre des émotions, en recevoir. Et c'est typiquement ce que je n'arrivais absolument pas à faire. C'est-à-dire que c'est très très beau. Je vais faire le métier où je suis peut-être le plus loin. Le plus mauvais. Ah ouais, base, ouais, exactement. Ouais, mais c'est intéressant ce truc-là, parce que moi, je te l'ai dit à la fin du spectacle, moi je suis assez taiseux aussi. La transmission des émotions, c'est quelque chose de compliqué pour moi. Je pense dû à l'éducation qu'on a eue, etc. Parce que papa, un peu, le souvenir que tu évoques avec la poivrière, je le cite dans le poème tout à l'heure, mais pour éviter un peu les sujets qui le gênent. Moi, j'ai eu ça pas mal de temps aussi. Et du coup, ça m'évoque pas mal de choses. Tu le dis aussi, tu arrives à Paris dans un contexte où tu es un peu
tête à claque. C'est toi qui te décris Ouais, comme ça dans le complètement, spectacle. ouais. T'arrives plein de certitudes à Ouais, Paris, ouais, de etc. ouf. Ouais. T'as des anecdotes à nous raconter par rapport à ça sur le côté un peu tête à claque. Comment tu le comprends en fait que les gens le perçoivent comme ça? Non, je le comprends après. Ok. Ah, je le comprends bien après. Écoute, je te fais une anecdote, j'en ai parlé il y a pas longtemps à quelqu'un. Bon, j'arrive sur Paris avec ma confiance de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui est un petit village où tout est beau, il se passe pas grand-chose. Donc, voilà. Et là, tu découvres la vraie vie. Mais moi, j'ai ma confiance de je vais tout défoncer, je vais réussir dans ce métier. Et puis, tu prends forcément tes premières claques. Et puis t'es pas câblé. Je veux dire, quand tu viens de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui est un petit village très tranquille, t'es pas câblé comme les mecs qui sont déjà dans Lyon déjà ou dans Paris, où culturellement il y a une vivacité d'esprit, où tu vois, c'est comme si tu joues, on parlait de foot dans un petit championnat amateur. Bien sûr. Et puis tu rejoins la Ligue 1 d'un coup. Et là, c'est la Ligue 1, tu dis, ah ouais, mais ils mettent plus d'intensité. Ah, mais ils courent plus vite. Oh, mais ils ont une technique un peu plus forte. Oh là là, dis donc. Ah oui, ok. Ah, c'est ça le foot en fait. Moi, j'étais bien. Moi, je faisais mes petits. Moi, je croyais que j'étais tranquille dans mon club de village. Passement de jambes. Franchement, je faisais des petits ponts. Les mecs étaient mauvais. Mais en fait, oui, c'est que là, tout de suite, tu montes le niveau. Ouais, bien sûr. Mais j'avais ce truc-là. Et puis, pas cette curiosité de découvrir le monde. Parce que ça fait partie aussi du changement, c'est d'aller explorer. Bien sûr. Moi, j'explorais très peu parce que tu es dans un cocon, ton pire ennemi, c'est le confort. Donc, j'étais que dans le confort. Et l'anecdote que je voulais te raconter, c'est que je suis proactif quand même, tu vois. J'envoie des CV, des photos et tout ça. Et puis un jour, je rencontre quelqu'un et puis je fais... c'est terrible cette anecdote parce qu'elle est vraiment... Je fais une pub pour Axe, qui est je fais une pub pour un déodorant. Je sais pas si on a le droit de citer les marques. Si, tu peux. Et je suis entouré que de youtubeurs. Quand je vais te dire les noms, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Jérémy Nadeau, Pat Laréal, Seb Lafrite, Natou. Ouais. J'arrive en loge, je dis ah salut les gars, et vous faites quoi vous dans la vie? Je vous connais pas. Ah, j'ai tellement honte quand je dis ça, putain. Et je crois que c'est Pat Laréal qui me dit moi je fais des vidéos. Ah, je dis c'est cool, mais sinon tu fais quoi dans la vie? Et mec, je ne savais pas qui étaient ces gens. C'était il y a très longtemps. Hein. Ils étaient un peu moins connus qu'aujourd'hui. Oui, mais déjà, tu vois, ils avaient déjà du monde, ouais. Non, mais et donc, si tu veux, je me sens hyper prétentieux. Pas du tout en plus tu vois curieux j'étais là en mode pour moi c'était moi la vedette de la je faisais une pub gars, je faisais pas un tournage non plus tu vois et on en a jamais parlé parce que j'ai recroisé Jérémy Nadeau quelques fois dans des comedy clubs et je sais pas s'il a ce souvenir de ça et en plus j'étais hyper sérieux en faisant la pub. Pour moi j'allais pour faire un Oscar. Tu te prenais très au sérieux. J'avais un côté, je voulais faire sérieusement mon métier, mais malheureusement en me prenant au sérieux, alors qu'en fait il faut le faire sérieusement sans te prendre au sérieux. Et tu sais, je les voyais déconner, je me dis putain, ils avaient une forme de liberté que j'admirais aussi, tu vois, créatrice, ils avaient une folie, tu vois, un petit truc, et moi j'étais très scolaire, très sérieux. Et bref, on reparlait de ça, et du coup j'ai compris plus tard, tu vois, par rapport à ça, bien sûr. ce côté un peu le mec un boulard, il se prend pour Pierre Dinet alors qu'il a rien fait. Il a fait une pub pour Axe pour le déo. Et du coup voilà, et l'humilité est arrivée bien plus tard à travers plein d'échecs successifs, tu vois, qui t'amènent à une forme de Il y a quand même une certaine forme d'intelligence à comprendre. Il y a quand même une intelligence situationnelle, si je peux dire. Tu comprends quand même qu'à ce moment-là, tu es un peu ridicule parce que tu te prends au sérieux alors que les mecs, ils sont un peu plus loin dans la carrière et eux... loin, ou en tout cas, tu vois, moi, je tournais, mais je savais pas du tout ce que c'était. Puis YouTube, c'est pour te dire à quel point j'étais pas explorateur. Je connaissais de loin, mais c'était pas concret pour toi. J'étais pas du tout... j'allais pas m'abonner à des chaînes. C'était un monde... un peu le monde nouveau, mais moi, d'une éducation assez conservatrice où c'est pas ça qui va me... Tu vois, c'est pas ça qui va me faire exploser, alors qu'en fait si tu vois, les nouveaux médias font ça aide, mais à l'époque faut revenir 10 ans, t'étais pas dans cette mentalité là et les gens étaient pas dans cette mentalité là à l'époque, je pense. Et je trouve qu'il y a un gap générationnel, il faudrait regarder les tranches d'âge, mais tu vois, moi je suis pile la tranche d'âge au milieu entre on n'est pas né avec on a vu arriver ça, mais vers 19-20 piges, et puis après ça a tout embarqué. Bien sûr. Et ceux qui avaient 12-13 ans quand YouTube est arrivé, tu vois, c'était une forme d'expression naturelle. Bien sûr. Et pour eux, ça s'est fait, c'est dans le sang. Et nous, on est un peu entre les deux. Oui, et puis dis-toi bien que la génération de nos parents, quand ils ont vu arriver Internet, déjà la télé, c'était une dinguerie, mais Internet, YouTube, ils étaient largués. Ouais, il faut leur faire des tutos. Tu fais un peu des petits c'est tutos. pas eux qui allaient te montrer la voie, te dire va explorer. Ah bah non, c'est sûr. Et justement, tu parles un petit peu de l'éducation du coup conservatrice de tes parents. À quel point tu te trouves aujourd'hui
ou en tout cas pour toi, à quel point ça a été dur de sortir du modèle de tes parents, qu'on t'a inculqué à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, justement, t'en parles, mais à quel point c'est dur d'en sortir de ce modèle-là? Bah, à quel point c'est dur, c'est d'aller parler à quelqu'un, d'aller consulter, d'aller voir une psy. Tu vois, en fait, moi, la première fois que je suis allé voir ma psy, je lui ai dit, je veux savoir qui je suis. Je ne sais, j'avais l'impression de ne pas savoir pourquoi je faisais toutes ces choses-là dans ma vie. Et c'était hyper intéressant pour moi de me dire, je veux juste savoir qui je suis, pourquoi je suis construit comme ça, pourquoi j'ai choisi cette voie-là, pourquoi j'étais totalement perdu là-dedans. Tu veux des explications, quoi? Bah oui, parce que j'étais intimement convaincu que j'ai vécu des choses enfant que j'aurais pas dû vivre, émotionnellement. Il y a des choses qui, je sais pas, c'est des ressentis à l'intérieur de moi où je me dis, mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi c'est douloureux? Pourquoi Et donc petit à petit tu creuses et tu essayes de comprendre. Et encore une fois, j'ai mis du temps j'en ai parfois beaucoup voulu à mes parents. Ma mère, elle en a pris plein la tronche aussi, tu vois. Et eux aussi ont été des enfants, eux aussi ont eu des parents. Et c'est ce qu'on appelle ces transmissions générationnelles. Donc du coup, sans le savoir, j'ai essayé de faire le travail à la fois pour moi, un peu pour eux, et puis surtout pour mon fils, c'est-à-dire de pas essayer de reproduire ce que toi t'as vécu comme ont fait tes parents, mais qui avaient accès à moins peut-être voilà, tu t'allais pas chez le psychologue ou la psychologue. Ah non, il y avait voilà, chez le psy, mais voilà, c'est ça, c'était les fous. Donc c'est ce côté-là, c'est que je l'avais évoqué avec Samuel Sartaudet, mais c'est hyper intéressant que tu dises ça. C'est le côté, oui, j'ai eu une éducation de mes parents qui peut des fois m'avoir un peu heurté, etc. Ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, je pense. Mais ils ont eu une éducation aussi, qui fait qu'ils m'éduquent comme ça. Et très important à dire, ils ont des très belles valeurs. Hein. Oui. C'est-à-dire que mes parents m'ont appris vraiment la générosité, l'accueil, la vraie gentillesse. Moi, je pense que mon père, c'est un vrai gentil et j'ai une chance énorme. Je l'ai toujours vu se comporter comme un gentleman avec les femmes. C'est vraiment, si je tiens ça, tu vois, il y a cet amour de la femme ou le respect, parce que je l'ai vu faire, il a toujours invité, il a toujours été très cordial, et quand je vois ma grand-mère, je vois cette élégance, enfin ma grand-mère paternelle, elle a cette gentillesse. Oui, elle lui a transmis ça, quoi. Ouais, il y a vraiment... Donc, ils ont des super valeurs. C'est juste qu'après, chacun vient avec ses traumas de leur enfance. Et que tu réappliques de manière inconsciente, je pense aussi. Ouais, complètement. Il faut qu'on tire faut que tu tires une petite carte bonus. Je prends la première, comme ça. Tu fais comme tu veux, tu peux mélanger, parce que les gens, ils vont croire que je t'ai piégé. Alors, sinon, voilà, mélange, tu peux prendre en dessous. Voilà. Alors, je prends celle-là, je prendrai la première. Carte poivrière. Ah, super. Raconte un sujet que tu aurais aimé aborder avec ton père, mais que tu n'as jamais pu. Ah, c'est intéressant. Et je commence un peu à faire ça. Alors, à essayer de parler de... c'est pas évident, mais j'ai commencé à aborder cet été le sujet de l'art dans ma famille. Parce que mon grand-père paternel peignait. Ok. Et c'est mon prépa mental qui m'a ouvert les yeux pour me dire, mais va te renseigner, c'est quand même fou. Parce qu'en fait, j'étais chez mes parents, on a fait une séance en visio, et puis il me dit, tu dois être chez tes parents, je vois les tableaux derrière. Je dis, ouais, ça c'est les tableaux de mon grand-père. Et il me dit, mais ton grand-père est peignait? Je dis, bah ouais. Et t'as demandé à ton père ce qu'il en était, ouais. Et du coup, j'ai appris récemment que mon grand-père avait fait les beaux-arts, qu'il voulait être architecte, et en fait, il a repris la boîte de son père à lui, que mon père a repris après de son propre père, ce qui fait fou, la transmission. Oui, t'as appris des choses de fou, en fait. Et du coup, est commencé à venir le sujet de l'art. Pourquoi parce que je demande à mon père, mais si mon daddy, il aimait peindre c'est super. Qu'est-ce qui a fait qu'il est pas allé au bout? Tu veux des explications? Non, mais c'est même pour moi. C'est-à-dire que quelle est l'image qu'ils avaient de l'art à l'époque et de ce que ça pouvait ressurgir quand moi j'ai décidé de faire un métier artistique. Et voilà. Et donc du coup, on a vraiment commencé à aborder ce sujet-là. Et je pense que le sujet que j'aimerais aborder, qui est pas facile, là, tu vois, c'est comment lui il était petit avec ses parents. Comment était mon grand-père avec lui petit. Qu'est-ce qu'il lui a transmis? Et ça, tu l'as abordé déjà? Non, pas encore. Pas encore. Non. C'est un truc chose. Oui, en son temps, mais ça te trotte dans la tête en tout cas. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'ils ont des souvenirs? Je sais pas, parce que mon père il m'a dit une phrase une fois. Il m'a dit, tu sais, il faut pas aller trop chercher derrière, il faut aller de l'avant. Et c'est marrant parce que c'est vrai que mon père a passé sa vie à avoir des projets. Il était toujours sur des en général, quand on fait ça, c'est qu'on a des vides ou des cicatrices à combler. Je sais pas, mais c'est intéressant de se dire à quel moment on est au présent. Et je vois parfois mes potes, on en discute beaucoup avec mes potes et aussi les meufs de mes potes c'est vrai que
à quel moment on profite de ce qu'on vit, de ce qu'on est en train de vivre. Et de se dire, attends, là on a la baraque, mais attends, il faut que je fasse des travaux, il faut que je refasse la toiture. Attends, mais tu sais quoi, on va s'acheter une petite maison dans le sud. Tu es toujours en train de penser à ce que tu vas faire dans le futur pour être plus heureux. Mais on l'a déjà évoqué, mais André Comte-Sponville, je sais pas si tu as déjà regardé. Il parle un petit peu de ça. C'est que tu accèdes au bonheur et puis tu avais un manque, tu accèdes au bonheur. Et puis à partir du moment où tu accèdes au bonheur, tu as un autre manque et puis tu veux combler sans arrêt. Je te fais le parallèle avec ce qu'on fait avec mon prépa mental. Si ton objectif c'est d'avoir une médaille olympique, de faire rire les gens, une fois que tu vas l'avoir, c'est la dépression. Et il y a des exemples flagrants. Et donc du coup c'est le chemin, c'est comment au quotidien tu prends du plaisir dans ce que tu fais. C'est ça qui est ça qui est intéressant. Intellectuellement c'est facile à dire. En pratique c'est très compliqué à mettre en place, mais on a la réponse là, tu vois. Tu abordes aussi dans le spectacle un petit peu ta relation avec ton fils, on l'a dit, la séparation avec sa maman. Et je te disais tout à l'heure en off, je disais, est-ce que ton fils t'a déjà demandé pourquoi tu n'étais plus avec sa maman ? C'est drôle, moi, je l'ai déjà raconté, mais lundi, en rentrant de l'école, il m'a posé plein... C'est fou parce que je disais, quand un enfant, on sort de l'école, on va à la maison, on fait le bain, et puis tu sens qu'il a envie de discuter de quelque chose, et tu sens que ça a dû tchatcher à l'école de... Voilà, il m'a dit, est-ce que je pourrais avoir un deuxième papa ? Je dis oui, c'est possible. Enfin, qu'est-ce que tu entendais par là ? Parce que moi, je pensais que c'était le schéma de la famille. Et on avait lu un super bouquin d'Andrea Bescon sur Et si on en parlait, où tu sais, quand il y a un autre frère et sœur qui arrive, on dit que l'amour, ça se multiplie. Et du coup, elle explique aussi les schémas familiaux. Ça peut être un papa, une maman, mais ça peut être aussi deux papas, ça peut être deux mamans, ça peut être une maman, ça peut être un papa. Enfin, il y a énormément de schémas. Voilà. Et du coup, je pensais qu'il allait me parler de ça. Et puis non, je lui dis, donc en fait, c'est si maman retrouve un copain, oui, tu auras ce qu'on appelle un beau papa, et inversement. Et puis à un moment donné, il me dit, mais pourquoi vous êtes séparés avec maman ? Et là, c'était super beau parce que voilà, et le plus important pour moi, j'en parle à ma psy après, je savais pas trop quoi répondre. Je lui ai dit que déjà, nous, on l'aimait très fort. C'est-à-dire que la séparation n'est pas de son Ça fait. joue pas sur l'amour. L'amour qu'on a pour toi, c'est juste que papa et maman, ils étaient trop différents et que leur amour, il s'est peut-être un peu délité. Mais est-ce que c'est la question qu'il faut se poser, moi, après, que je me pose quand tu dis ça, c'est est-ce que ça, c'est concret pour un enfant ? Alors, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je pense que surtout, il y avait cette envie, et c'est possiblement que son papa et sa maman ils soient sous le même toit, parce que peut-être il voit ça aussi dans les autres familles. Et après, qu'est-ce qui est concret pour lui ? C'est surtout d'essayer de le laisser s'exprimer sur ça, et de ma psy me dit, il faut le rassurer beaucoup sur l'amour. Moi, j'en ai pas eu de rassurance sur l'amour que mes parents pouvaient me porter. C'est très important pour moi qu'il sache que quoi qu'il arrive, je l'aimerai toute ma vie, et que ce n'est en aucun cas de sa faute. Ça joue pas, ouais. Et tu l'as à quel rythme, ton fils ? 1 semaine sur 2. Et quand moi, une question qui m'est venue en écrivant un petit peu l'interview, est-ce que quand tu le déposes le dimanche soir, Non, c'est le lundi. C'est le lundi, ouais. On fait le lundi. Du lundi au lundi, mais quand tu le déposes chez sa maman ou peut-être à l'école, mais est-ce que tu as ce petit côté déchirement à chaque fois sur la semaine que tu vas passer tout seul ou... Oui, les premiers jours sont assez compliqués. Ouais. C'est assez dur. J'en ai fait quelques vidéos de ça, mais de se dire que toi, tu as fait un rythme pendant 1 semaine, tu es avec ton fils et tout, et d'un coup, boum, il s'en va. Le plus dur, c'est quand tu rentres chez toi. Là, tu vois le pyjama, le lit défait, quelques doudous sur le canapé, et tu fais il faut ranger. Et voilà. Et les 2 premiers jours peuvent être un peu durs. Après, avec le temps, quand même, tu t'habitues. On s'y habitue. Et après, tu rentres dans ta semaine où tu vas taffer, t'es dans l'action. Et après, tu as l'excitation de te dire, ah putain, dans 2 jours, je le retrouve, c'est trop cool. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui évoquent un peu ce sujet-là sur le côté, il y a la chambre en bordel et je dois rentrer, et je dois la ranger, etc. Et je crois que tu le filmes un moment sur Instagram, je l'ai vu cette vidéo-là. Et lui, il a un petit déchirement ou c'est devenu naturel pour lui ? C'est une excellente question. Je sais pas, je pense qu'on a essayé de parler d'un peu de ça, sur notamment la séparation le matin à l'école, mais même qui peuvent être parfois un peu compliquées. Mais là, il a changé d'école, il y a beaucoup de choses. Après, ça se passe super bien. Mais je sais pas comment lui le vit. Je lui dis toujours, si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin de me dire s'il y a des choses qui travaillent. Je sens bien qu'il y a des choses qui inconsciemment le travaillent, tu vois, là-dedans. Mais possiblement, un enfant est beaucoup plus dans le présent que nous, on projette en fait. Pourquoi ça nous impacte ? Parce qu'on a les souvenirs d'hier, d'avant-hier. Un enfant, il est beaucoup plus dans le présent. C'est-à-dire que là, t'es là, et puis là, après, c'est maman, là, il profite de maman, et puis il n'y a pas je sais pas comment expliquer. Il n'y a pas ces souvenirs ou ces projections du futur. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est magnifique à observer.
C'est-à-dire que Oui, nous, on est dans une espèce d'anticipation constante de... ou de oui, une mélancolie d'avant. Ouais, exactement. Alors que l'enfant, effectivement, peut-être est beaucoup plus capable de vivre l'instant présent et de ne pas réfléchir à ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est Effectivement. justement mieux, de pas de le projeter. C'est l'insouciance. Hein. Ouais, C'est il y a l'insouciance une- de l'enfant. Je pense qu'on perd un petit peu en grandissant. Jérémy, on va faire un petit jeu. Ouais. Alors, il va falloir que tu mettes un petit masque. Ah, il faut que je mette le masque. On va faire l'interview masquée. L'idée de l'interview masquée, c'est vraiment de te retrouver en introspection avec toi-même. Donc tu parles des séances sur le psychologue, peut-être t'as jamais fait ça, mais nous on va le faire. De te retrouver un petit peu. J'ai pas mal fait d'introspection. Ouais, je t'avoue, voilà. Je te Bon, cache bah, pas donc, que. voilà. Introspection, les yeux dans le noir, et le but c'est d'apporter des réponses assez spontanées qui te viennent comme ça assez rapidement. C'est très dangereux. Je suis à deux doigts de m'endormir. Hein. Je te préviens. Hein. C'est normal. Ça fait ça à tout le monde, t'inquiète pas. Le premier souvenir qui te vient quand tu penses à tes parents. Alors là, c'est très très précis. 24 décembre. On faisait Noël une année sur deux, soit chez mes parents, soit chez le frère de ma mère. Et donc cette année-là, c'était chez le frère de ma mère. Et on est dans la voiture et on attend pendant 20 minutes ma mère. Et mon père, ça le rend dingue dans la voiture. Il gueule. Et ça, c'est ça, c'est tous mes parents. Ils se gueulent dessus en permanence. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de gueule, quoi. Et j'ai compris après que pourquoi elle mettait autant de temps. C'est qu'en fait, elle était en train de placer les cadeaux sous le sapin pour quand on rentre ou quand je me lève le lendemain matin, tout soit prêt. C'était pour dire que le Père Noël était passé. Voilà. Donc ça, c'est le premier souvenir enfant qui m'est venu là. Voilà. Et d'ailleurs, je dis donc que mes parents se gueulent dessus. C'est quand même magnifique. Thérapeutiquement, je vais aller continuer de consulter. Quelle odeur, à elle seule, te transporte dans un bonheur absolu ou dans une profonde tristesse? Ah bah, le bonheur absolu, je pense que c'est l'odeur de mon fils, hein, de sa peau, de la nuque. Ouais. Et l'odeur dans la tristesse absolue, ça c'est pas évident. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qui me pourrait me rendre une odeur... peut-être d'un parfum du nec, c'est ça en gros, c'est ça parce que dans l'enfance, j'ai pas de truc, tu vois. Non, peut-être t'as pas... Après, c'est pas une tristesse, mais bon, on a tous cette odeur de l'œuf pourri qui nous a fait penser oui, ça, c'est sûr. à la cantine de notre école, quoi. Mais c'est pas une tristesse absolue, quoi. Quelle est ta plus grande peur, celle que tu n'avoues presque jamais? Je travaille sur mes peurs, bordel. Mais ma peur, c'est peut-être de pas être à la hauteur en tant que papa, tu vois, pour mon fils, et de faire tout ce que je fais, parce que quand tu commences un travail thérapeutique, tous les gens autour de toi ne comprennent pas ce que tu es en train de faire et tu passes un peu pour un fou. Et j'ai l'impression que moi, ça me fait du bien, ça manque beaucoup plus. J'ai l'impression d'avoir un lien plutôt sain avec mon fils, mais voilà, peut-être de pas être à la hauteur, de pas comprendre intellectuellement des choses du fait de mon... J'allais dire du fait que j'ai sauté le CP. Ouais. Et peur de pas arriver à tisser, je pense, un lien d'attachement sécure avec la personne avec qui je vivrai dans le futur. À quel moment as-tu vraiment pris conscience de la fragilité de la vie? Assez tôt. Assez tôt, on a vécu des drames. Moi, je les ai vécus par ricochet, si tu veux, mais ma mère a perdu énormément de gens de sa famille quand j'étais petit, de maladies. Beaucoup de cancers, très rapide, très soudain. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé... Chaque année, je faisais un enterrement. Boum, 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 boum. Donc, j'ai compris que la vie était rude. Et, bon, autant que je te le place là, mais je le dis très souvent, j'ai développé l'humour pour protéger ma mère. Parce que ma mère ne faisait plus cette fonction rassurante de protéger et rassurer son enfant. Donc, moi, j'ai développé l'humour pour la protéger, pour la rassurer. Mais j'ai compris à ce moment-là, je pense inconsciemment, que la vie était... C'était quoi ta question? Fragile. Fragile, voilà. Elle tenait sur un fil. Et justement, ton pire souvenir d'enfance? C'est le cri de ma mère quand elle a appris le décès de son frère. Ça, c'est... Le cri de détresse. Ça m'a bien fait de mettre le masque, j'ai les yeux un peu humides. Un message pour ton fils? Je t'aime. Si tu pouvais remercier une personne aujourd'hui qui t'a permis d'être là, où tu en es aujourd'hui? Ouais, c'est trop compliqué de remercier une personne. Il y en a plein. En fait, il y a plein de gens qui te font grandir sur les étapes de ta vie. Quelque part, je suis obligé de remercier mes parents.
indirectement avec ce qu'ils m'ont inculqué, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et je les remercierai jamais assez de toujours de ne m'avoir jamais empêché, et au fil des années de me soutenir dans ce que je fais, malgré ce que je peux dire, ce qui peut être difficile à entendre pour eux. Voilà. Et après, il y a plein de gens qui m'entourent aujourd'hui qui sont très importants. Voilà, ma psy, mon prépa mental, mon attaché de presse, sinon je serais pas là. Enfin, tu vois, après, tu t'entoures de gens qui te ressemblent. Et enfin, est-ce que tu as peur de la mort ? Spontanément, je dirais non. Mais si je devais là apprendre que je suis condamné, là, ce serait une autre paire de manches, je pense. Tu vois, je sais pas comment je gérerais avec la maladie. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, tout va bien. Et je pense pas à ça. Mais si je devais apprendre, je vois des gens autour de moi qui se battent contre des cancers et tout ça. Je les trouve tellement courageux, tellement forts. Je ne sais pas, moi, comment je réagirais dans ce cas-là. Jérémy, merci beaucoup pour ce moment passé. J'espère que... Oui, tu peux enlever ton masque, bien évidemment. Waouh! J'espère que c'était quand même agréable pour toi, enfin agréable ou pas, mais... C'était très intéressant. J'espère que c'était intéressant, voilà, on va utiliser ce mot-là. Ouais. J'espère que toi, ça t'a pas mis trop d'émotions et trop de souvenirs, mais c'est un petit peu... Après, les émotions, elles ont le droit de venir. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Moi, personnellement, le dernier invité qui est venu m'a fait mettre le masque à sa place, parce que c'était une des cartes. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, et j'ai détesté ce moment. Donc j'ai déjà vécu ça et j'ai détesté ce moment. Donc le bourreau, il s'est fait avoir la semaine dernière. J'ai une question un petit peu plus bateau, entre guillemets, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu clôtures ton spectacle, alors c'est un petit peu un spoiler pour ceux qui vont venir te voir. Ah mon Dieu, ne dis Ouais, rien. un tout petit spoiler avec la chanson d'Orelsan qui s'appelle La Quête. Qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson? Et puis on va dire un peu de quoi elle parle, mais pour toi et pourquoi tu la mets dans ton spectacle? Je trouve que ça résume tellement ce que... plein de choses, tu vois. Déjà, quand tu as 5 ans, tu veux en avoir 7. Ce truc de toujours vouloir être plus grand que soi. Et je me demande si c'est nous qui voulons être plus grands ou si c'est nos parents qui nous encouragent à grandir plus vite que la moyenne. Vite, ouais. En fait, à pas être dans la temporalité et dans la construction psyché d'un enfant de son âge. J'ai toujours l'impression qu'il fallait que je sois plus grand, plus vite, plus mature, plus vite. Et puis la quête, je trouve que c'est merveilleux. C'est la quête, tu vois, le plus important, c'est pas le chemin, tu vois, c'est l'arrivée. C'est le contraire. Le plus important, c'est l'arrivée. Attends, le plus important, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée. C'est le contraire, ouais. Et je trouve que elle me parle énormément. La profondeur du texte vient faire écho chez moi à plein de choses que j'ai pu vivre enfant. Tu vois, quand il parle de sa mère et qu'elle sait pas tout, tu vois, il y a un monde qui s'écroule. Il parle de sa prof aussi à un moment donné, je crois, de maternelle. Mais c'est sa mère. Tout à l'heure, t'as pas... Ah bah oui, c'est sa maman, effectivement. Ouais. Et non, il parle d'un de ses profs dans la musique qui se suicide, je crois. C'est ça là aussi, c'est possible. Ouais, je crois qu'il parle de ça. Mais donc, tu vois, c'est toutes les thématiques de quand tu te confrontes à la mort pour la première fois, quand tu comprends que tes parents, ils n'ont pas les réponses sur tout. Et ça, tu le comprends plus ou moins tôt dans la vie. Mais tu vois, cette chanson, elle raconte tout ça. Et toi, tu vas chez le psychologue ou chez la psychologue, je ne sais pas d'ailleurs. La psy, c'est la psy. Et un prépa mental, donc t'as deux personnes qui s'occupent de ça pour toi. Psychologiquement, il y avait du dossier, il y avait du dos. Il y avait des choses à faire. Mais est-ce que ça t'aide aussi pour écrire ton spectacle? Parce que tu vas justement, l'introspection, est-ce qu'elle t'aide à écrire tes spectacles? C'est ça, tu le sais pas sur le moment, si tu veux, c'est complémentaire. Ce que tu apprends donc thérapeutiquement, c'est plus comprendre tes traumas d'enfant, tes liens d'attachement. Avec le prépa mental, on bosse beaucoup plus sur le quotidien, sur le plaisir de faire les choses. Typiquement, le prépa mental m'a énormément aidé à me libérer pour faire mes vidéos sur Insta. Tu vois, ça a été un long travail, un long process parce que j'avais pas confiance en moi, parce que en fait, quand tu commences un travail thérapeutique, on en parlait avec ma psy justement mardi, c'est fou parce que parfois ça te fait tomber encore plus bas. Tu vois, tu te rends compte de choses sur toi, tu dis, en fait, tu te rends compte de tout ce que t'es nul. et à un moment donné, t'as envie d'arrêter, forcément. Qui aura envie de se prendre des sauts de merde dans la gueule et de continuer? C'est agréable. Et je lui disais il y a pas longtemps, je lui dis, mais j'en ai marre, moi j'ai envie que ça aille bien, on fait un travail là et je comprends pas pourquoi ça... Et d'un coup, il y a un petit quelque chose qui s'enclenche de l'autre côté, où tu
tu comprends plein de choses. Et le prépa mental m'a aidé dans mon quotidien à prendre du plaisir dans ce que je fais, à oser. Très important, oser, à faire confiance à ce que je ressens, mes impulsions, ce que j'ai envie de faire, pas être dans je dois faire, mais qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur. Et ça m'a énormément aidé pour créer. Ça m'aide au quotidien pour relativiser plein de situations et me sentir bien tous les jours. Et moi, c'est une question que je me pose énormément. Alors, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question toi. Moi, j'ai jamais été voir un psychologue ou un psychiatre. C'est peut-être quelque chose qui arrivera dans le futur, mais tu t'es déjà posé la question si ta psy ou ton préparateur mental avait lui-même besoin de... Mais ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils ont des superviseurs. Okay. La psy a une supervision et j'ai posé la question mercredi à Augustin. J'ai dit, mais toi, vous aussi, vous avez... Et bien sûr, ils voient chacun des psys parce qu'en gros, la prépa mentale, la frontière entre la prépa mentale et la psychologie est assez fine. Du coup, lui, il repère tout de suite quand c'est une problématique de prépa mentale ou quand c'est une problématique psychologique. Et donc, du coup, il oriente vers des psys et ils discutent beaucoup. Ils ont des... comme tu l'avais vu, la série En thérapie ? Oui. Voilà, ils ont des superviseurs. Mais ça me fait rire de penser que la personne qui te soigne, du coup... Enfin, ça me fait rire. C'est pas que ça me fait rire. Si tu te dis, la personne qui te soigne a besoin aussi également d'une thérapie, parce qu'en fait, tout le monde... Mais parce que tu sais, tout ce qu'on raconte fait écho. Ma psy me le dit souvent. Ce que vous me racontez, ça fait écho. Ça fait écho. Il y a des parts en moi qui sont aussi bousculées. Et du coup, suivant les cas, c'est important de pouvoir aussi vider son sac, comprendre. En fait, c'est comprendre notre échange. Ce que je vais te dire va faire écho à toi, ou toi tu vas me dire quelque chose qui va venir activer quelque chose chez moi. Mais pourquoi ça m'active ? C'est que ça vient raconter quelque chose de moi, et c'est comment petit à petit ça te permet de mieux te comprendre et de mieux te réguler sur... tout au long de ta vie et sur les moments présents, comme tu disais tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, c'est l'association. Ah ouais, trop bien. Que tu viens soutenir. Donc, clown à l'hôpital. J'aimerais que... Docteur Clown, n'importe quoi. Mais du coup, c'est des clowns qui vont à l'hôpital, c'est ce que je voulais dire. J'ai anticipé ma phrase. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette association. Association formidable, Docteur Clown. En gros, j'animais pour une société leurs 25 ans. Et dans cette société, faisait en pro bono, ils aidaient cette association dans la com. Et l'idée, c'était, on a fait un énorme late show un peu sur mesure pour eux. Et j'avais accueilli la présidente de l'association. On s'était énormément marré, c'était très sympa. Et puis, elle cherchait des nouveaux ambassadeurs pour faire parler de l'association. Je te dis ça il y a 7-8 ans. J'étais inconnu au bataillon. C'est la présidente que j'ai eue au téléphone. Nadia, qui est super. Qui est super. Nadia, je t'embrasse. Elle fait un boulot exceptionnel pour l'association. Et elle me dit, est-ce que ça te dirait, on aimerait beaucoup, j'ai beaucoup aimé le contact que tu avais avec toi, que j'ai eu avec toi, est-ce que tu serais d'accord pour être ambassadeur de l'association ? Je dis, c'est super gentil de penser à moi, mais j'ai envie de voir exactement ce que c'est concrètement. Ce que vous faites, Et du coup, je lui dis, est-ce que tu penses que je peux aller suivre les clowns une après-midi pour voir ce qu'ils font ? Et là, ça a été une des plus belles claques de ma vie, tu vois. Parce qu'on peut penser clown, on peut penser que c'est pas sérieux, on peut penser que... Bon. Et là, je vais dans les hôpitaux avec 2 clowns et je découvre toute la magie et tout le travail que c'est d'être un clown hospitalier. Parce que quand les clowns rentrent dans une chambre donc d'un enfant hospitalisé, il y a des parents, il y a d'autres personnes. C'est pas genre ils rentrent, ils font leur numéro et ils se cassent. Parce qu'à l'intérieur de la chambre, tu as des êtres humains, un enfant malade et des parents. Souvent, et je l'ai observé, le parent va dire non, mon fils a peur des clowns. Ton fils ou toi, tu as peur des clowns. Donc voilà. Et les clowns ne font pas désolé, et ils s'en vont. Ils restent à la porte. Et ils apprivoisent. Tout doucement, c'est exceptionnel. Et ils apprivoisent et l'enfant et les parents, et ils passent 20-30 minutes. Et c'est une bulle vraiment d'oxygène pour et l'enfant et les parents. Et là, j'ai partagé il n'y a pas longtemps, Nadia nous avait envoyé le vocal d'une adolescente qui était hospitalisée et qui a eu la chance d'avoir les clowns dans les hôpitaux, qui sont passés les voir. Et c'était tellement beau, les mots qu'elle a employés, les mots qu'elle a utilisés. J'en ai fait une petite story pour dire que j'avais cette association dont j'étais maintenant le parrain, parce qu'en gros, on était ambassadeur au début. Après, on est devenu plus. Il y a plein de parrains et de marraines. Et l'idée, c'est de faire parler de l'association.
Et quand j'ai vu ça, comment les clowns travaillaient, je me dis, le colibri, si je peux apporter juste une petite pierre, je ne vais pas faire grand-chose. Pierre à l'édifice, bien sûr. Ça serait incroyable. Ouais. Et du coup, chaque année, je suis présent pour le dîner de gala et je leur anime la tombola. C'est un petit rituel qu'on a depuis quelques temps. Là, ils fêtent leurs 30 ans cette année. Et un de mes projets profonds, et j'espère y arriver un jour, c'est je rêverais de leur offrir un spectacle à Lyon, mais dans un lieu où j'ai pas l'habitude de jouer, pour leur verser une partie de la recette et pouvoir les aider à mon échelle. Mais après, Nadia et toutes les équipes de l'association font un boulot dingue pour récolter des fonds. Et souvent, les gens me demandent, alors bien sûr, on peut donner de l'argent, mais on peut aussi donner de son temps. Bien sûr. Ils cherchent toujours des bénévoles pour des opérations, pour récolter, je sais pas, à la foire de Lyon, vendre, je sais pas, des nez de clown sur un marché. Tenir des stands. Il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place. Si le bénévolat, le don, il est pas forcément dans le don d'argent. Ouais. Ils ont besoin d'argent. Ça peut être aussi dans le don de temps. Et nous, on va essayer, en tout cas avec notre partenaire Giftasso, d'apporter aussi notre toute petite pierre à l'édifice. Ouais. Donc, comme on le dit à chaque fois, on va créer des cartes à ton effigie. Cartes numériques, cartes numériques, cartes physiques avec des photos de toi et tout. Franchement, non, mais des photos beaux gosses, on va mettre franchement magnifique. Pas la photo avec le masque, c'est non. ça. Carte à ton effigie. Les gens qui vont l'acheter sur le site de Giftasso, vous pouvez retrouver le lien, on l'affichera à l'écran, mais les gens qui vont acheter sur le site de Giftasso, en fait, tout l'argent des cartes va être reversé à l'association Dr Clown. Ok. Donc, ça va apporter encore une fois une petite pierre. Ça va peut-être, il y a peut-être grâce à ça des enfants qui vont pouvoir bénéficier de clowns qui vont venir dans les hôpitaux, etc. C'est 1 euro, c'est un soir d'un enfant, tu vois, dans un hôpital et quand il pense, alors mon fils n'a pas été encore malade et n'a pas eu l'occasion d'être hospitalisé, mais quand tu vois le bonheur que ça procure à un enfant et le rire spontané, tu entends ces rires d'enfants joyeux, spontanés quand les clowns arrivent à les faire rire, c'est vraiment et pour les parents et pour l'enfant, une petite soupape de décompression dans un moment très compliqué où ils sont hospitalisés. N'hésitez pas à acheter les cartes et ça viendra agrémenter une association qui fonctionne déjà assez bien avec des gens qui donnent de leur temps. Donc on est assez fiers de pouvoir collaborer sur ce projet-là. Tu as fait une vidéo Insta dernièrement sur le fait de réussir sa vie. C'est quoi réussir sa vie ? C'est une très bonne question. Et moi, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as réussi à trouver la réponse ou pas ? Parce que je crois qu'elle est toujours en... Non, je crois que c'est à la fin de la vie. On se fera le bilan, tu vois. Non, ça me trotte toujours ce truc de réussite, de performance, tu vois. On est toujours un peu dans cette quête-là. J'ai aucune idée ce que c'est que de réussir sa vie, si ce n'est j'essaye déjà d'être bien avec moi, pour pouvoir être bien avec mon fils, pour être bien avec les autres. Et puis voilà, je réfléchissais à ça, je me disais, aujourd'hui, parfois, la réussite professionnelle, ça va être... un temps de chiffre d'affaires, de l'EBITDA, ou la réussite, c'est il a une belle maison, il a une belle voiture. On est beaucoup sur des biens matériels. Bien sûr. Mais est-ce que la réussite, elle peut pas être aussi émotionnelle, psychologique, de tisser des liens sains avec les gens, d'être la réussite, elle est toujours sur une forme de performance avec quelque chose de quantifiable. J'ai toujours ce petit truc-là, moi, de penser à mon papa. Je parle souvent de lui. Mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, je me disais, mais c'est bizarre, il fait pas beaucoup d'activités ou des choses comme ça. Mais en fait, quand j'ai eu la conversation avec lui, il me dit, non, mais moi, je suis très heureux comme ça. Et il se pose pas énormément de questions, donc il anticipe très peu, il pense très peu à venir. Il vit le moment présent, il se pose très peu de questions. Et il me dit, mais tu sais, moi, je vis très heureux comme ça, sans beaucoup de stress, etc. Et quand il me dit ça, en fait, je remets mon schéma de pensée à moi en question. Je me dis, en fait, c'est lui qui a raison. C'est qu'il se pose pas forcément beaucoup de questions. Il est là, il vit son moment présent et il est heureux. Et ça m'évoque un petit peu, ce que tu dis là, ça m'évoque un petit peu ça, c'est que nous, on a souvent, quand tu fais beaucoup de projets, etc., tu as du mal à te dire, le moment présent, je profite. Et je suis en train de penser à ce que ça va me procurer plus tard. Mais ce que ça va me procurer plus tard, quand j'y serai, je penserai déjà à autre chose. Non, mais après, encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas la réponse, c'est que quand tu investis dans une baraque et que tous les mois tu dois payer la traite, et qu'après tu dis après je serai tranquille, mais après tu te rajoutes une autre baraque, tu te rajoutes un autre truc, et à la fin de la vie, ok, tu as du patrimoine, mais qu'est-ce T'en as profité ou pas ? Voilà,
En fait, ce que je dis souvent à mon fils, c'est qu'il faut qu'on se remplisse notre boîte à souvenirs. C'est vraiment, pour moi, le lien, il est aussi dans le souvenir, dans les activités que tu fais, dans le lien que tu vas avoir. Et certes, je suis propriétaire de rien, mais bon, peut-être qu'à 60 ans, je serai à la rue parce que j'aurai rien du tout. Et voilà, et donc c'est pour ça que je sais pas. Je fais mon chemin, je peux pas te donner une réponse de qu'est-ce que c'est que de réussir sa vie. Peut-être sur mon lit d'hôpital, je te dirais, j'ai peut-être une idée maintenant, mais là, et j'aurai les clowns de Dr Clown qui viendront. Enfin non, je serai plus un enfant. Enfin quoi que je suis dans ma tête. Et du coup, je sais pas exactement, si ce n'est d'essayer d'écouter ce qui te pense être le mieux pour toi chaque jour. Est-ce que... Alors, on va faire la carte d'abord. Ah ouais. Je me fais embrouiller derrière depuis tout à l'heure. On passe des petits messages. Attends, je prends la première. On va prendre la première, vas-y. Parce que comme ça... Je sais pas laquelle c'est, donc... Carte émotion. Ah. Mime sans parler ton émotion avant de monter sur scène. Oh, c'est drôle ça. J'ai jamais fait. Comment je pourrais mimer mon émotion en montant? Alors peut-être que maintenant, il y a plus la même émotion qu'au non. début, mais ça peut être l'émotion du début, ça peut être... C'est comme tu veux. Bah, mimer une émotion déjà. C'est compliqué. Non, mais tu déjà peux de parler. base, exprimer une émotion chez moi, c'est pas ouf. Et là, tu me demandes de mimer une émotion. C'est quand même. Mimer une émotion. Ou nous la décrire, hein, si tu veux. Ah bah, je peux pas. Comment t'es quand t'es... Non, mais tu peux la décrire. On peut Alors, changer un petit peu le verbe. Non, la décrire, c'est que c'est un gros travail qu'on a avec le prépa mental. Il y a une forme. En fait, on se dit souvent, les gens me posent souvent la question si j'ai un rituel avant de monter sur scène. Et mon rituel, c'est de pas avoir de rituel. C'est de jamais faire la même chose, d'être, encore une fois, j'arrive assez tard, tu vois, au théâtre. Souvent. Ouais, j'avais vu quand... Tu vois, je prépare mes trucs, je monte, il y a la petite musique d'intro, je bois et je marche dans le couloir. Et on a fait quelques travails de visualisation avec mon prep mental sur ce pourquoi j'aime ce métier. Il y a une forme de liberté dans ce métier et j'ai une image en tête qui me permet de venir faire redescendre, tu vois, toute la pression et de se dire, voilà, c'est ce pourquoi tu as choisi de faire ça, alors kiffe. Vas-y, kiffe ton moment. Ouais. Ok. Tu as évoqué tout à l'heure quelque chose, tu vas chez la psychologue, préparateur mental, etc. Et tu as l'air d'être quelqu'un qui te pose énormément de questions pour découvrir un petit peu qui t'es, être curieux aussi sur tout ce qui t'entoure, etc. Est-ce que quand on est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui... fait de l'introspection, etc. Est-ce que c'est galère pour les relations? Non, bien évidemment. Alors ça, c'est pas cette question-là. Est-ce que c'est dur d'avoir des certitudes dans la vie? Bah oui. Et puis, t'as des croyances intérieures, mais des certitudes. Il y a énormément de gens que je connais qui ont des certitudes. Mais tant mieux, je trouve ça fabuleux. Je sais pas si c'est fabuleux. Je peux pas juger, je sais pas si eux ils sont bien avec ça, avec leurs certitudes. Voilà. Moi j'ai des croyances, mais ce que je crois peut-être en fonction de la personne avec qui tu vas discuter, elle pourra te remettre en question ça. Et puis je dis, en fait, c'est de rester ouvert à ce que l'autre peut t'apporter, finalement. La vraie rencontre, je sais pas si tu as lu le bouquin de Charles Pépin, non. Très sympa, philosophe incroyable. La rencontre, c'est justement, il explique une vraie rencontre, qu'elle soit amicale, amoureuse, c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment ton regard va changer de direction parce que l'autre te montre le monde d'une autre manière. Voilà, donc si t'es toi dans tes croyances, tu vas pas rencontrer grand monde, tu vas être... Mais est-ce que c'est pas mal vu aujourd'hui? J'ai l'impression dans la société, les médias, etc. Toi en plus t'es un petit peu médiatisé quand même. Non mais quelque peu quand même. Ligue nationale. Changer d'avis aujourd'hui dans la société, est-ce que c'est pas un petit peu mal vu? Par exemple, au contraire, mais c'est quoi? C'est pas l'expression, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Oui, mais on dit ça, mais est-ce que c'est fondamentalement c'est pas mal vu? Un politique qui va venir annoncer qu'il change d'avis, par exemple. Non, mais on a tous le droit de se tromper. Après, la question, c'est que les politiques, si c'est pour des biais électoraux, au bout d'un moment, on croit plus personne. Maintenant, heureusement que tu peux changer d'avis et te tromper. Je veux dire, puis tu évolues. Je veux dire, qui tu es aujourd'hui ne sera pas la même dans 10 ans. Et il y a 10 ans, peut-être tu pensais des choses qu'aujourd'hui tu penses plus. Et fort heureusement, parce que peut-être ce qui t'a nourri intellectuellement de découvertes dans des lectures, dans des films, dans des livres. Tu as vu la curiosité. Et peut-être ça te fait te faire grandir. Donc c'est pour ça que les certitudes peuvent amener quelque chose d'un peu rigide, et cette rigidité-là peut-être t'empêche de t'ouvrir à d'autres voies. Ouais, et puis mais voilà, moi j'ai cette impression qu'on essaye de dire aux gens, même aux jeunes à l'école, et je voudrais aborder ce sujet-là avec toi. Je te disais tout à l'heure en off, Alexandre Astier parle souvent de l'éducation à l'école. Moi, c'est un acteur que j'admire beaucoup et une personne dans ce qu'il dit que j'admire pas mal. Il parle de l'éducation et il dit que le schéma, le modèle de l'école aujourd'hui n'est pas forcément fait pour l'intégralité des enfants. D'ailleurs, il dit que lui, il a sorti ses enfants de l'école. T'en penses quoi, toi, de ça? Je pense, j'y crois, c'est compliqué, si tu veux,
calquer un modèle pour tous les enfants. Pour correspondre à tout le monde. Et après, c'est tout aussi compliqué de faire un modèle par enfant. Voilà. Maintenant, c'est quel est le juste équilibre. Moi, je sais que mon fils, sur les 4 premières années de sa vie, il était dans une école Montessori. Alors, beaucoup de gens critiquent Montessori parce que, pour moi, Montessori, ça peut être comme les ostéos. Tu en as des bons et des mauvais. Tu as des gens qui vont utiliser la marque, puisqu'elle n'est pas déposée, pour monter une école, branque-ballante. Et dire on est Montessori. Et on est Montessori. Je pense sincèrement qu'il a eu la chance d'être dans une très bonne école Montessori parce que j'ai beaucoup questionné le directeur de l'école et aussi la directrice sur c'est quoi une bonne école Montessori. C'est quoi les... Et tu sais, ils ont des... au-delà des diplômes, ils ont des guidelines, tu vois, qui sont très importantes. Donc, basique, les jouets en bois. Mais en gros, c'est 5 univers dans la classe. Vie pratique, mathématiques, langue, géographie. Et l'enfant choisit là où il veut travailler. Donc déjà, les gens se disent, ok, donc le gamin, s'il n'a pas envie, il va rester 2 heures. Non, il faut dire qu'il y a beaucoup d'études scientifiques, et Maria Montessori l'a démontré, qu'un enfant ne reste jamais 2 heures sans rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il voit les autres enfants faire des choses. Ça lui donne envie de faire. Et on repart de quoi ? On parle de l'impulsion de l'enfant d'aller vers d'aller vers ce qu'il a envie de faire. Après, il prend l'activité, il essaye l'activité, sans qu'on lui explique de base, pour essayer de voir comment il fonctionne. Et après, on lui montre ce que c'est que l'activité et comment elle peut évoluer. Et après, il range et tout ça. Et donc, du coup, il y a un cadre qui est très précis dans une classe Montessori et qui est... on pense que les enfants, c'est que des hyperactifs et qui font n'importe quoi. Je suis allé voir travailler mon fils dans cette école. C'est impressionnant. On entend une mouche voler. Chacun est dans son activité. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et l'idée, c'est qu'ils aient une plage de travail de 3 heures sans interruption, sans cours de récréation. Pourquoi ? Parce que Maria Montessori disait qu'il y a la période sensible de développement du cerveau. Et quand un enfant commence une activité où il est très concentré, il faut le laisser. Parce que là, le cerveau et tous ses neurotransmetteurs se développent énormément. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Et le schéma aujourd'hui, là, il rentre dans une école plus traditionnelle. C'est sûrement très bien. Là, pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est fort possible que y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme on parlait de l'heure du lever, tu vois, les emmener à 8h15, à l'école, c'est tôt. Enfin, je me rappelais pas qu'on se levait aussi tôt, et je trouve que c'est dur pour un enfant. Mais bon, je comprends la logique parce qu'il faut que l'enfant soit à l'école avant que les parents aient travaillé. Voilà. Et tu le laisses t'ennuyer, toi, ton fils ? Ah oui. S'ennuyer d'ailleurs, j'ai dit tu le laisses t'ennuyer. Non, s'ennuyer, il s'ennuie à la maison. Parfois j'ai des choses à faire. Je trouve que c'est un truc que les gamins d'aujourd'hui font plus forcément comme nous à l'époque. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de souvenirs de périodes où je m'ennuyais, mais je crois que ça a développé ma créativité et mon imaginaire, le fait de m'ennuyer. C'est ce que tout le monde dit. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression comme on est toujours constamment occupé, je parle même des adultes en réalité, on s'ennuie un petit peu moins et on développe peut-être un petit peu moins l'imaginaire et la créativité. Non, je le laisse s'ennuyer. Moi, tu sais, parfois, il faut que je fasse une lessive, que je tende le linge, le repassage. Tu vois, alors parfois, il adore venir m'aider, tu vois, et c'est super chou, mais puis après, il va jouer dans sa chambre et il a ses périodes, tu vois, où il est avec lui et il se fait ses histoires, tu vois. Et c'est important, ça. Ah ouais. Parfois, je l'observe ou je l'écoute. Il est avec ses doudous, il se raconte toutes ses histoires, il prend ses Legos, il construit son petit train. Et je trouve que c'est merveilleux parce que voilà, il travaille l'imaginaire. Et il parle mieux anglais que toi, j'ai vu la vidéo Instagram. Ah oui, et dans l'école Montessori, c'était une école bilingue. Pendant 4 ans, il a eu 2 anglophones qui lui parlaient anglais en permanence. Donc il a travaillé l'oreille, le mot de vocabulaire, il comprend très bien l'anglais. Et je pense qu'il le parle bien mieux que moi. Donc il va venir aux États-Unis ou pas ? Ah bah non, tu vas pas cette année, on l'a dit. J'attends qu'on me délivre mon visa, mais ce n'est que partie remise. On rappelle, donc tu es jusqu'à fin du mois de décembre au point virgule à Paris, tous les mardis et mercredis à 20h. Et tu es en tournée dans toute la France aussi. Ouais. J'ai vu que tu te déplaçais pas ça mal. Vadrouille. Là, ça vadrouille. Il y a toutes les dates sur mon site, jérémycharbonnel.com ou sur Insta. Ouais. Et on mettra le lien des tickets, billets réducs, etc. En dessous, si les gens veulent regarder. Là, c'est vrai qu'en France, ça vadrouille. Là, attends, parce que les prochaines dates, ça va être... qui sont pas complètes. Mais tu vois, je vais aller à La Rochelle, je vais aller à Strasbourg, je vais aller à Besançon.
Où est-ce que je vais? À Annecy, à Chambéry, à Toulon, Nice. Tu vas vraiment partout là. Voilà, ça vadrouille. Et puis j'ai la chance d'aller jouer donc en Suisse, à Genève. Je vais aller en Belgique, à Bruxelles et Liège et Namur. Je vais aller au Luxembourg, à Differdange. Differdange, et ouais. je vais en Espagne, à Madrid et à Barcelone. Putain, pour le moment. Et tu devais aller aux États-Unis. Et alors les États-Unis, c'est possiblement reporté. Voilà, c'est juste que j'ai un problème de délivrance de visa. Mon visa a été accepté, mais il m'a pas été délivré pour le moment. Donc par rapport au délai pour communiquer et tout ça, on a préféré de reporter pour que ça leur coûte pas trop d'argent dans la location des salles. Et du coup, voilà, les États-Unis, ce serait incroyable si je le fais l'année prochaine. Il y a Londres que je dois recaler. Je parle de l'Asie. Je suis en contact avec l'Alliance française à Sydney. Voilà, si tu peux voyager avec un spectacle. C'est incroyable. Alors, c'est que pour la communauté francophone à chaque fois dans Oui, ces pays-là. Ouais. Parce que comme tu joues pas en anglais ou alors faut ramener ton fils. Voilà, c'est lui qui va traduire le spectacle. C'est génial, c'est une chance de fou. Jérémy, merci beaucoup pour le moment qu'on a partagé ensemble. Merci on arrive à la fin de ce podcast. Mais non, vraiment grand plaisir d'avoir pu converser un petit peu avec toi. Le spectacle, allez le voir. Honnêtement, très très bon spectacle. Au point virgule, en plus dans une salle qui est vraiment intimiste. On est proche de l'artiste, etc. Donc c'était vraiment un bon moment. Spectacle d'1 heure, donc très agréable. Dans un quartier agréable en plus. Donc, oui. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. Fabio, j'espère que toi aussi. C'était super cool. Et puis on se voit au prochain épisode. À bientôt.